L'actualité la plus brûlante en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde, c'est donc l'accord de paix signé à Washington vendredi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique. Le monde en parle, plusieurs médias américains, occidentaux, médias africains et médias congolais, nous sommes au cœur de l'actualité. C'est la principale actualité et le sujet, l'unique de ce rendez-vous de l'actualité sur Congo 26 Télévision. Ça a été signé, nous l'avons dit, cette actualité est commentée par Léonard Tsheu Lundula, diplomate rompu, invétéré, ancien ministre des droits humains, ancien ministre des affaires étrangères, ancien vice-premier ministre en charge des affaires étrangères de l'intégration régionale, sénateur et aujourd'hui député national, l'unique élu de la ville de Lumumba. Oui, Lumumba-ville, dans la province du Sankuru. Léonard Tsheu bienvenue. Bonsoir, merci. La toile s'enflamme depuis la signature de cet accord à Washington. Est-ce que les Congolais lisent? Ceux qui ont eu le temps de réagir de manière impromptue, émotionnelle, est-ce qu'ils ont eu le temps d'écouter, de suivre? C'est la question. Nous l'avons dit signé hier, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui est devenu une réalité à Washington, théâtre d'un tournant diplomatique décisif. Espérance ou simple accalmie, c'est la question que plusieurs Congolais et observateurs avertis se posent. Wagner, Thérèse Kayikwamba et son homologue rwandais ont été reçus au bureau ovale de la Maison Blanche le même jour. Et puis, le président Tshisekedi et le dirigeant rwandais sont attendus en juillet, toujours au bureau ovale. Nous revenons sur les reportages de la presse présidentielle. Nous prenons d'abord le décor planté par la presse présidentielle et ensuite l'événement lui-même avant de revenir à notre invité. La journée de ce vendredi 27 juin 2025 restera historique pour la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Depuis son bureau ovale de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump suit de très près la signature de cet important accord historique au département d'État entre le ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et celui du Rwanda. Aussitôt après cette signature au département d'État, le président Donald Trump va recevoir dans son bureau ovale à 15h local, soit 20h heure de Kinshasa, les deux ministres des Affaires étrangères principaux signataires de cet accord. On attend beaucoup de cette rencontre, notamment sur la suite des événements, mais ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, principal artisan de cet accord historique, est attendu dans les prochaines semaines au bureau ovale en présence du président Donald Trump. En ce qui concerne l'accord, nous voulons préciser ce jour que le retrait des troupes rwandaises est bel et bien prévu dans cet accord. Et l'accord a préféré le terme du désengagement à celui des retraits, simplement parce que celui-ci est très globalisant. Le désengagement est en effet un terme militaire qui comprend l'arrêt des combats, les retraits des hommes et du matériel et tout dispositif de défense. En effet, les opérations militaires débutent toujours par une opération appelée engagement des forces. Il s'agit en fait du déploiement des hommes, du matériel sur le théâtre des opérations. C'est pourquoi on a parlé en République démocratique du Congo du désengagement des troupes de la MONUSCO à Bukavu. Et en Afrique, on parle du désengagement des troupes françaises au Mali ou encore au Niger. Donc ceci dit, le retrait est donc une étape de désengagement.
La signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d'État américain Marco Rubio au 7e étage du bâtiment du département d'État. Le premier cercle de Donald Trump s'est mobilisé pour cet événement. Le conseiller principal du président Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a assuré la modération, tandis que le patron de la diplomatie américaine, Marco Rubio, était assis au milieu de deux représentants de la RDC et du Rwanda. Côte à côte, les deux signataires ont fait leur entrée par une salve d'applaudissements. Dans une atmosphère très détendue, Massad Boulos a expliqué l'essence de cet accord. Pour les États-Unis d'Amérique, il est temps de rétablir la paix en République démocratique du Congo. Chacun des deux ministres s'est brièvement exprimé. Premier à prendre la parole, le ministre rwandais a remercié le président Trump et rappelé toutes les péripéties ayant conduit à cette étape. Son pays attend beaucoup de cet accord de paix, a-t-il dit. Pour sa part, Mme Thérèse Kayikwamba a remercié le président Trump et le président Félix Tshisekedi pour l'aboutissement heureux de cette signature. Nous voulons une paix durable et réelle pour les populations de l'Est, a-t-elle insisté. Elle a salué le leadership du président Tshisekedi et l'accompagnement de l'Union africaine et du Qatar. Le secrétaire d'État américain, lui, a déclaré que le président Trump est un homme de paix. Il tient beaucoup au retour de la paix dans la région des Grands Lacs et particulièrement entre la RDC et le Rwanda. Il veut poursuivre cette entreprise de pacification partout à travers le monde où il n'y a pas de paix. En présence de plusieurs personnalités américaines, des chefs de diplomatie du Qatar et du Togo, les deux ministres congolais et rwandais ont signé l'accord et ont partagé pour la première fois une poignée de main. Chaque pays était accompagné des 4 officiels. La délégation congolaise avait dans ses rangs le directeur des cabinets adjoints du chef de l'État chargé des questions des finances, André Wameso, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Patrick Loabeya, les hauts représentants du chef de l'État, Sumbu Sita Mambu, et le général-major Augustin Mamba. Léonard Sheou-Kitondu, nous avons suivi l'essentiel. C'était très attendu. Enfin, c'est arrivé. On commence par les forces ou les atouts de cet accord. Vous êtes le premier diplomate que nous recevons sur nos plateaux pour aborder ce sujet, décrypter cet accord. Qu'est-ce qui est de positif? D'abord pour le Congo, parce que la toile s'enflamme. Bon, d'abord je félicite les deux ministres et en même temps la médiation américaine pour l'aboutissement de ces pourparlers que tout le monde attendait, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'attend la population congolaise, effectivement, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité dans notre pays, qui passe justement par le retrait des troupes rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo et le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Alors, enfin, après énormément de démarches faites au niveau continental, dans le cadre de l'organisation de l'Union africaine, et puis des organisations sous-régionales, ça va l'EAC, la CEAC et la SADC, Nairobi, vous vous rappelez, le processus de Nairobi, le processus de Luanda, et maintenant c'est sous l'égide du président de la République et du Togo. Et les résultats ont tardé à venir. Et voilà que, sortant du cadre formel, parce que dans le cas de l'Union africaine, il s'agit des négociations formelles, alors que ce qui se passe à Doha et ce qui vient de se passer à Washington, ça se passe dans le cadre des bons offices qu'ont offert les deux chefs d'État des deux pays respectifs. Alors, ça a commencé par Doha d'abord, par la rencontre entre les deux chefs d'État, là encore une fois, autour de l'émir du Qatar. Et je crois que ça a été le déclic. C'est cela qui a finalement permis la suite de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et puis, enfin, il y a eu effectivement l'intervention américaine.
Et je pense que pour la République démocratique du Congo, ce pain béni. Je n'ai pas arrêté de vous le dire lors de la précédente émission, que nous vivons dans un cadre de la communauté internationale, et dans les relations internationales qui sont pour le moins anarchiques, parce que, comme vous savez, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore de gouvernement mondial, il n'y a pas encore d'autorité qui soit supra-étatique pour régler tous les conflits avec la capacité de mise en œuvre. Alors, ce qui fait que aujourd'hui, le fait que les États-Unis se soient disponibilisés à l'appel, effectivement, du président de la République pour prendre en main le processus de négociation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo est pain béni. Pour quelle raison? D'abord, quand on parle d'anarchie, c'est-à-dire que c'est la loi du plus fort, effectivement, si ce sont les États qui décident actuellement ce qui s'est fait dans le monde, ces États ne sont pas au même diapason. Il y en a qui sont plus forts, plus puissants que les autres. En l'occurrence, ce sont les États-Unis d'Amérique. D'une part parce que la première puissance économique du monde, la première puissance diplomatique et même militaire. Ajouté à cela, c'est quand même un membre non négligeable, sinon le membre prééminent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, et parmi les gros contributeurs des organisations Unies. internationales, Voilà, même si on remarque actuellement il y a un certain désengagement, il y a une espèce d'isolationnisme de la part des Américains, une espèce de désengagement dans les organisations internationales pour des raisons effectivement de conflits idéologiques. Il n'empêche que les États-Unis demeurent aujourd'hui le plus grand contributeur, surtout des Nations Unies. Mais ce rendez-vous, vous êtes quand même parmi les personnalités politiques reçues sur nos plateaux ou ailleurs qui avaient soutenu que cette guerre, son issue ne sera pas militaire, elle sera plutôt à faire cette guerre. Beaucoup ne vous croyez pas, vous êtes aujourd'hui un homme heureux, finalement. Effectivement, parce que d'expérience, j'ai effectivement clairement affirmé, réaffirmé et même recommandé au gouvernement de renoncer à l'option militaire. Heureusement, parce que la solution ici était plutôt diplomatique. Et je pense que je n'étais pas le seul, il y a beaucoup d'autres personnes qui appuyaient cette option, particulièrement la communauté internationale. Parce que vous savez très bien que cette région des Grands Lacs, on ne cesse de le rappeler, c'est une région extrêmement sensible. Alors on peut effectivement commencer une guerre, mais on ne sait pas comment ça se termine. Il y avait risque effectivement de reproduction de ce qui a été vécu en 1994. Si pas en RDC, mais peut-être aussi au Rwanda. Alors c'est pour éviter tout ça, les conséquences dévastatrices de l'option militaire, que finalement on a opté pour la solution diplomatique. Alors finalement, il faut quand même reconnaître, et ça sera dit dans la suite de notre discussion, quand vous optez pour la solution diplomatique, parce que la solution militaire a été exclue, il faut savoir que c'est un jeu du donner et du recevoir. C'est un jeu des concessions réciproques. Parce que si vous venez avec des positions maximalistes, alors écoutez, il faut aller chercher ailleurs. Alors à ce moment-là, il faut utiliser la force. C'est à ce niveau c'est là le problème. La toile, vous voilà. le dites bien, Ouais. la toile s'enflamme, Ouais. d'autres, de manière émotionnelle, réagissent. Certains, nous ne voulons pas tomber dans leur piège, dans le traquenard, vont jusqu'à dire que Kinshasa n'a pas bien négocié. Alors concrètement, est-ce que cet accord reconnaît que le Congo est agressé par le Rwanda? D'abord, il n'y a rien de nouveau. Je vous rappelle que tout vient de la résolution
2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui est l'organe principal chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette résolution est une véritable feuille de route, parce qu'il y a des obligations qui étaient imposées à l'agresseur, le Rwanda, des obligations qui étaient imposées au bras armé de l'agresseur, qui est le M23, et enfin, des obligations qui incombaient à la République démocratique du Congo. Après cette résolution, il y a eu justement cette implication américaine, et la première chose qui a été rédigée, c'était la déclaration des principes. Si vous parcourez à la fois la résolution du Conseil de sécurité et même la déclaration de principes, il y a deux concepts importants, des concepts cardinaux auxquels la population congolaise tient comme une prunelle de ses yeux. C'est quoi? C'est d'abord le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, l'inviolabilité de son intégrité territoriale. Or, ces deux concepts ont été rappelés tout à fait clairement par la résolution du Conseil de sécurité, mais aussi par la déclaration des principes. D'ailleurs, le premier principe, effectivement, le prouve suffisamment. Et puis, l'accord qui a été signé hier, c'est fait sur la base des termes de référence qui ont été consignés dans la déclaration des principes. Donc il n'y a rien de nouveau. Et là, vous encore vous rappelez, je crois que il y a, parce que vous avez voulu effectivement qu'on dise ce qui constitue vraiment la matrice de cet accord, c'est quoi? C'est le fait que l'accord, et cette fois-ci sous la signature, ce n'est pas de la communauté internationale, mais des deux protagonistes au conflit, avec la médiation américaine. C'est d'abord que on a prôné le désengagement des forces, et c'est ce que Kigali appelle la levée des mesures défensives. Et là, c'est ce qu'il faut bien comprendre. J'ai dit désengagement. Au fait, c'est le retrait. Au Rwanda, voilà. Non, chez nous, on voudrait des mesures défensives. Mais le deux concepts... Non, pas du tout. Oui. Des engagements de force et lever des mesures défensives par le Rwanda. Pour la République démocratique du Congo, il est question d'élaborer un plan de neutralisation du FDLR. Donc tout ça, autrement, ça signifie retrait des troupes rwandaises, de l'armée rwandaise. Effectivement. Désengagement des forces. Regardez, le petit Robert est là, ou même Larousse, vous allez constater qu'effectivement, désengager, c'est quoi? C'est quand on était engagé, on désengage. C'est ça la question. Donc c'est le retrait des forces. Et puis la levée des mesures défensives, c'est ce que Kigali, au fait, Kigali ne veut pas reconnaître explicitement la présence des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Mais comme je vous ai dit... Et dans l'accord, voilà, ce n'est pas expressément mentionné que le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Mais il y a quand même une clause de non-agression dans l'accord. Je crois que les deux parties ont pris l'engagement de ne pas agresser l'autre, et inversement. Ça a été clair. Donc, au fait, c'est qu'attend principalement la population congolaise aujourd'hui, c'est le rétablissement de la paix, le retrait des troupes étrangères de notre territoire, et puis la neutralisation à la fois, et même du FDLR qui nous cause des problèmes avec le Rwanda, mais aussi le désengagement aussi sur le territoire congolais du M23, des zones qu'il occupe, et le démantèlement des structures parallèles, administratives parallèles, qu'il a mises en œuvre. C'est cela qu'attend la population congolaise. Très important. Cette fois-ci, bien marqué. Très important. Voilà. Alors, sur le plan de la forme, ouais. Vous êtes juriste, diplomate. L'accord de Washington a-t-il évité une redondance au regard du préambule de ce texte? Parce que les Congolais voulaient bien qu'on mentionne expressément, noir sur blanc, retrait des troupes de l'armée rwandaise
et qu'on parle également de l'agression de la RDC par le Rwanda. Alors, lorsque vous regardez le préambule de l'accord, les deux parties ont tout simplement évité la redondance ou la répétition. Non, il n'est pas question. Oui. Je crois que retrait ou désengagement, ça veut dire la même chose. Je ne vois pas quelle est la différence entre désengagement et retrait. On dit retrait de force ou désengagement de force. C'est-à-dire des forces qui étaient engagées sur notre territoire, on oblige l'agresseur à se désengager du territoire de la République démocratique du Congo. Donc c'est la même chose. Mais ce que vous devez savoir ici, c'est que parce que vous avez fait allusion au préambule de l'accord, le préambule de l'accord rappelle d'abord la Charte des Nations Unies, qui interdit tout recours à la force, la résolution du Conseil de sécurité 27-20-73, où on a imposé à Kigali l'obligation de retirer ses troupes du territoire de la République démocratique du Congo, et sans condition, et d'ailleurs même immédiatement, et puis cessation de toute aide au M23. Bon, et par la suite, l'acte de l'Union africaine, constitutif de l'Union africaine, a été rappelé, et donc vous savez très bien que l'acte constitutif de l'Union africaine a repris les dispositions de la Charte des Nations Unies qui interdit tout recours à la force et interdit toute violation de l'intégrité territoriale des États membres. Donc c'est tout à fait clair. Et puis après, il y a eu cette déclaration de principe qui effectivement constitue les termes des références qui ont servi à l'élaboration de l'accord qui a été signé hier. Donc, mais le plus important sur le plan juridique, ce qu'il faut savoir, c'est que le préambule fait partie intégrante de l'accord. Il ne faut pas dissocier le préambule de l'accord. Le préambule fait partie intégrante de l'accord. C'est comme le préambule de la Constitution. En droit, on parle du bloc de constitutionnalité. C'est-à-dire que le préambule fait partie des dispositions constitutionnelles. C'est à peu près la même chose. Alors, tout ça fait que ce qui a été fait hier est un progrès considérable vers le rétablissement de la paix et de la sécurité en République démocratique du Congo, et surtout le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. Très bien. Vous êtes très attaché à l'intégrité territoriale et surtout par rapport au droit international et aux autres textes qui consacrent, donc qui régissent les relations entre États. Oui. Alors, vous avez répondu là à ceux qui se plaignent ou ceux qui estiment que l'accord de Washington ne reconnaît pas explicitement l'agression rwandaise, ce qui pourrait, selon eux, servir de justification implicite aux interventions de Kigali contre les soi-disant FDLR et réactiver ses prétentions sur la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, cet accord, par rapport à certaines critiques ou certaines craintes, Muzito Adolphe et d'autres acteurs politiques expriment la préoccupation d'une cogestion. La RDC, selon eux, fournirait les minerais et le Rwanda les capitaux et expertise. Toutefois, Muzito nuance, affirmant qu'il s'agit plutôt d'un partenariat similaire à ceux déjà en place dans le Grand Katanga. Quelle est votre réaction? Effectivement, heureusement qu'il s'est rattrapé. Oui. Moi, je pense qu'ici, il ne faut pas parler... Quand on parle de co-gestion, je crois que ça semble choquer tout le monde. Mais au fait, c'est une coopération. Et d'ailleurs, c'est le mot coopération qui est repris dans l'accord. Parce qu'on ne va pas déplacer Kigali, on ne va pas déplacer le Rwanda. Le Rwanda sera toujours notre voisin. Et il a été rappelé aussi dans l'accord la réactivation de l'intégration régionale. Et je vous rappelle que nous faisons partie avec le Rwanda dans les CPGL, qui est une organisation tripartite.
le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo. Et là aussi pour sa coopération, notamment, regardez par exemple en matière d'électricité, nous avons un barrage qui fournit l'électricité. La centrale hydroélectrique Voilà. de la Ruzizi, Voilà. dans le Aux cadre de la pays. CPGL. Il y aura beaucoup d'expérience. Je me rappelle d'ailleurs, parce que j'en profite à l'époque, quand j'étais ministre des Affaires étrangères et que je voulais réunir effectivement les pays, c'était notre tour de réunir la réunion de la CPGL, et au moment où Kigali et le Bujumbura étaient en conflit, c'était toute une histoire. Alors, moi, je suis allé demander au président Kagame la possibilité pour que cette réunion se tienne à Lubumbashi. Et puis là, le Kigali a refusé catégoriquement. J'ai dit, Pour quelle raison? Bon, pour eux, ce que voulait dire le président Kagame, c'était au fait des prétextes. Mais il voulait me dire que la CPGL ne sert plus à rien parce que nous faisons partie de la CEAC, donc la communauté des États économiques des États d'Afrique centrale. Donc, et oui, pour lui, ça ne se justifiait plus. À quoi je lui ai dit? J'ai dit, Monsieur le Président, s'il vous plaît, regardez par exemple l'union, le Benelux entre le Luxembourg, les Pays-Bas et la Belgique. Voilà. Ces trois pays continuent à coopérer de manière tripartite, alors qu'ils sont tous dans l'Union européenne. De l'Union européenne. Alors, donc, il n'y a pas d'inconvénient du tout. Alors, vous voyez, c'est ça ce que je veux dire. Donc, nous, on ne va pas déplacer le Rwanda, on sera toujours dans l'intégration, et puis on est avec le Rwanda dans la CEAC, au COMESA, et même à l'EAC. Ce que prône cet accord, c'est justement la réactivation de notre participation ensemble dans cet accord, parce que, comme on dit, le commerce, la coopération empêche des conflits inutiles. Et là, s'il y a des conflits, il y aura des règlements sur le plan diplomatique et non pas opter pour les solutions militaires. Et que dites-vous de ceux qui s'inquiètent à propos de ce qu'ils appellent le risque de normalisation sans justice? Normaliser les relations entre Kinshasa et Kigali, entrer dans ce que les grands partenaires américains souhaitent, l'intégration économique, et puis le sang qui a coulé, ouais. Toutes ces victimes. Voilà. Vous êtes un homme attaché aux droits de l'homme. Ancien ministre des droits humains, voilà. Et je suis très bien placé pour vous le dire. Et encore une fois, aux États-Unis, à Washington, nous avons bénéficié des bons offices d'un pays, et par conséquent, ce pays ne constitue pas une instance judiciaire. Ce n'est pas au président Trump, ce n'est pas à l'administration américaine de déterminer qui a commis quoi sur le plan criminel. Non, c'était pas ça. On est allé à Washington pour rétablir la paix. Et puis, dans les priorités, il y a une hiérarchie. Quelle est la priorité aujourd'hui dans la hiérarchie des priorités? C'est justement le rétablissement de la paix et le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays. C'est d'abord cela. Mais il n'appartenait pas aux protagonistes, même aux facilitateurs, d'aller dire qui a raison ou qui n'a pas tort, non, ou qui doit être condamné ou qui ne doit pas être condamné, et quels sont les crimes qui ont été commis. Ce n'était pas ça. L'objet, c'était un accord de paix. Effectivement, on peut dire qu'il n'y a pas de paix sans justice. Mais c'est sans préjudice de la saisine d'autres instances qui vont s'occuper de déterminer, d'identifier ceux qui ont commis des actes et qui sont dans l'obligation de rendre le compte. Ça viendra après. D'autant plus qu'il y a le principe d'imprescriptibilité de certaines infractions comme le crime de guerre, le crime contre l'humanité. Par conséquent, ces gens-là, il n'y aura pas d'excuses. Ils vont rendre des comptes si les preuves sont établies qu'ils ont commis ces crimes. Ils rendront des comptes auprès des autres instances. Donc, je vous rappelle aussi que le procureur Khan était venu ici à Kinshasa. Et la question de l'Est de la République démocratique du Congo, comme on dit en termes techniques, a été renvoyée, n'est-ce pas, à la CPI pour que les enquêtes commencent à être menées et qu'on sache qui a fait quoi pour voir si les infractions dont la Cour est compétente puissent effectivement
être jugé et puis sanctionner les auteurs. Alors, au-delà de l'accord, le gouvernement congolais peut saisir des instances judiciaires internationales pour amener le Rwanda devant la justice ou en justice afin d'obtenir réparation, comme la RDC a amené le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Cette cour qui venait de bouter le Rwanda dans ce qu'il évoque comme exception. Effectivement. Encore que, comme je l'ai dit l'autre fois, comme vous savez, Kigali, je ne cesse de le rappeler, a organisé son impunité judiciaire sur le plan international, si bien qu'il y a beaucoup d'instances judiciaires auprès desquelles nous pouvons traduire Kigali, mais Kigali ne le reconnaît pas parce que n'a pas ratifié le statut de Rome ni adhéré à la déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice. C'est pour ça que notre vice-ministre qui est chargé des contentieux internationaux a voulu faire feu de tout bois et puis ensuite explorer la voie de la Cour africaine des droits de l'homme. Il y a eu ce grand problème sur la recevabilité de notre requête et Kigali était en train de s'opposer, mais finalement la République démocratique du Congo, à travers notre vice-ministre, a réussi à faire déclarer notre requête recevable. Alors bientôt, je crois que la Cour va rentrer au fond des choses. Donc c'est ce que vous devez savoir. Donc il n'y aura pas du tout, on va pas passer pour perte et profit les grands crimes qui ont été commis sur le territoire de la République démocratique du Congo. Ces gens continuent. Mais ce n'était pas à l'administration américaine, dans le cadre de la médiation, de déterminer qui a commis quoi. C'était pas son rôle. D'autant plus que ce sont des bons offices. C'est tout à fait volontairement que l'administration américaine a voulu contribuer au rétablissement de la paix en RDC. Et surtout que l'arbitre n'est pas appelé à trancher des questions liées à la justice. Exactement. Ici, on est à la recherche de la paix. Alors, certains soutiennent que cet accord qualifie cet arrangement, donc en fait certains estiment que cet arrangement de Washington est une sorte, donc l'accord, une sorte de cheval de Troie. Pourquoi cheval de Troie? Parce qu'il permet aux États-Unis d'Amérique de renforcer leur influence sous couvert de paix, tout en consolidant la position économique rwandaise qui selon certains, bénéficierait de traitements minéraux et de l'exportation de nos minéraux. Pas du tout. Quelle est votre position? L'accord a insisté sur toute la transparence qui va présider à l'exploitation des minerais. La traçabilité, justement, c'est pour remédier à la situation actuelle qui constitue un manque à gagner énorme pour la République démocratique du Congo avec les trafics et puis l'exploitation illégale et parfois aussi l'exploitation informelle est un manque à gagner considérable pour la République démocratique du Congo. C'est pour ça que tout a été prévu pour qu'il y ait une véritable transparence et je vous rappelle aussi qu'il a été prévu un mécanisme important d'audit, un mécanisme indépendant d'audit sur justement les chaînes de valeur. Donc, je crois que l'accord a été très très bien rédigé. C'est qu'il faut, je vous le rappelle, et puis on insiste beaucoup sur le respect de la souveraineté et puis de l'intégrité territoriale, qui sont les deux termes le plus important de l'accord, parce que aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est que la paix soit rétablie, surtout à l'est de la République démocratique du Congo, et c'est toute la population congolaise qui va en bénéficier. Oui, sécurité, c'est très bien, mais il y a les affaires, donc il y a l'économie. Et le Rwanda, apparemment, l'accord de Washington, selon certains, fait aussi une part belle à Kigali, l'agresseur. Bon, voilà, c'est connu que c'est l'agresseur. Une part belle du moment que les minéraux passeraient par Kigali
pour être envoyés ailleurs, pour l'exportation. C'est tout à fait normal. Mais c'est une question même sur le plan logistique. Aujourd'hui, un pays comme la RDC, qui est un pays continent, mais si vous voulez, comment est-ce que tout ce qu'il y a à exporter à l'est de la République démocratique du Congo doit nécessairement passer par Kinshasa et peut-être par Boma ou Matadi? Non, pas du tout. Je crois qu'il faut utiliser la solution le plus pratique et les moins coûteuses possibles pour l'exportation. Mais lorsque les relations diplomatiques sont rétablies, tout se fera dans les règles de l'art. C'est-à-dire que on fera tout pour que les intérêts fondamentaux de la République démocratique du Congo ne soient pas atteints dans cette coopération. Ici, il s'agit d'une véritable coopération sur le plan économique et dans le cadre aussi de l'intégration régionale. C'est comme ça qu'il faut entendre. Mais ce n'est pas que nous allons prendre nos minerais et puis qu'on va les laisser à la disposition du pays agresseur. Non, pas du tout, parce que cette fois-ci, la formalisation de l'exploitation va empêcher tout trafic illégaux. C'est ça. Léonard Sékou-Kitundou, le camp de l'opposition, Lamuka, Denis Mukwege, ce groupe réclame un dialogue national préalable, craignant qu'il réduise cet accord, la République démocratique du Congo, à un simple gisement minier. Comment trouvez-vous leur lecture ? Non, pas du tout, parce que moi, si les compatriotes ont d'autres solutions pour le décollage économique de notre pays, il faut qu'ils nous le disent. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, là, on n'a pas d'expertise, je le rappelle encore une fois, on en a discuté la dernière fois, on n'a pas d'expertise pour exploiter nos minerais. On n'a pas les moyens non plus pour exploiter ces minerais. Alors, comme ont fait tous les autres pays émergents, comme même les pays post-industriels aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Le même président Trump, qui a effectué un voyage au Moyen-Orient, en Arabie Saoudite, aux Émirats et même au Qatar. Vous savez combien il a ramené comme investissement aux États-Unis? 5 000 milliards. Et c'est le pays... 5 000 milliards. Que ces trois pays mettent à la disposition des États-Unis pour les investissements aux États-Unis. Parce que ce que fait Trump aujourd'hui, c'est cela. C'est-à-dire que il n'aime pas les délocalisations et il cherche à relocaliser les entreprises américaines qui sont installées en dehors des États-Unis. Tout ça dans le cadre de American First. C'est-à-dire l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, nous, c'est la même chose. Si le pays le plus puissant dans le monde est en train de courir après les investissements directs étrangers, a fortiori la République démocratique du Congo, qui est le pays parmi les pays les moins avancés. Alors, comment rattraper notre retard en matière de décollage économique? C'est toute la question qui est posée. Il faut qu'on instaure l'attractivité de la République démocratique du Congo, ce qui commence par l'assainissement de l'environnement des affaires pour attirer les investisseurs. Alors, c'est pour ça que dans ce partenariat avec les États-Unis, c'est extrêmement important. Parce que si les États-Unis arrivent les entreprises américaines viennent dans notre pays pour exploiter nos minerais, on formalise l'exploitation et même la transformation, et moyennant aussi, parce que nous, dans ces négociations, on va inclure aussi la clause du transfert des technologies. Oui. Et puis, ces entreprises vont créer des emplois, et puis le Congo va bénéficier des recettes fiscales qui vont alimenter le budget de l'État, et pour donner à l'État les moyens de s'occuper d'autres problèmes qui se posent dans notre pays. C'est ça. Et puis en même temps, comme je l'ai rappelé, l'arrivée des investisseurs américains aussi va créer un effet d'entraînement. C'est-à-dire d'autres investisseurs potentiels qui étaient frileux pour venir investir chez nous vont dire, tiens, si les Américains sont là, c'est qu'effectivement, tout est en train de changer dans ce pays, notamment en matière de l'assainissement du climat des affaires. C'est comme ça. Tout ça, l'idée ici, il faut vraiment qu'on fasse comme la Chine a fait. La Chine a fait de son pays l'usine du monde. On a parlé de l'atelier du monde, c'est-à-dire attirer
tous les investisseurs chez nous, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui est presque gratuite. En République démocratique du Congo, il y a beaucoup de gens qui sont sans emploi. Alors, ces gens, pour que on trouve la solution à ces problèmes des sans-emploi, il faut attirer les investisseurs qui sont créateurs d'emplois et de richesses. C'est comme ça que nous allons développer ce pays. Sinon, on va continuer à contempler nos richesses comme des touristes dans notre propre pays. Et puis, pendant ce temps, les autres pays avancent et nous, on ne fait que régresser. Ce n'est pas normal. Je crois que le Congo a tous les atouts aujourd'hui pour rattraper son retard. Il suffit d'un petit déclic. Et je pense que ce qu'on vient de vivre maintenant doit nous servir de leçon. Et puis, profitons de l'opportunité que nous offrent les Américains pour créer un déclic et qui va faire en sorte que il y ait affluence des investisseurs en République démocratique du Congo pour résoudre nos problèmes fondamentaux auxquels la population est confrontée. L'Union africaine salue le rôle pivot des États-Unis et du Qatar. On sait qu'ils ne viennent pas pour les beaux yeux. Il y a la Chine, son influence par moment qui gêne la première puissance américaine là, et le Qatar fait les affaires en Afrique également. Alors, à ce niveau ici, quelle attitude nous devons adopter? Comment nous devons nous comporter? Car nous savons qu'il y a un géant ici, la Chine, et qu'un autre géant veut, dont l'influence est visée par l'autre géant. Non, écoutez, Oui. Le fait que nous attirions les entreprises américaines est sans préjudice de notre coopération, même stratégique, avec la République populaire de Chine. Ce que nous voulons, c'est justement la diversification de nos investissements, mais en même temps aussi la multiplication des investisseurs. La coopération avec les États-Unis ne ferme pas la porte à nos relations avec la République populaire de Chine. Nous sommes un pays indépendant et souverain. Et d'ailleurs, les États-Unis sont parmi les meilleurs clients de la Chine, encore malgré le fait que la Chine est aujourd'hui un véritable concurrent, à la fois sur le plan diplomatique, militaire, mais aussi économique, avec les États-Unis. Rappelez-vous, dernièrement, Apple, par exemple, vous savez que l'iPhone est assemblé en République populaire de Chine. Alors, quand Trump a augmenté les droits de douane et la Chine a répliqué, je crois que les États-Unis sont arrivés à 145% de l'accroissement tarifaire. Alors, la Chine a fait de même, mais à un moment donné, ce sont les entreprises américaines installées en Chine qui étaient les premières à protester. Parce que finalement, l'iPhone qui coûte aujourd'hui aux États-Unis peut-être $1,200 ou $1,300 allait coûter $3,000. Est-ce que vous croyez que les citoyens américains allaient accepter qu'on augmente le prix de l'iPhone? Personne n'achètera. Finalement, le président Trump a dû reculer et puis annuler la mesure. Donc ici, ce qu'il faudrait savoir, c'est que les États-Unis ne viennent pas chez nous faire de l'humanitaire. Hein? Ils viennent par intérêt. Ça, il faut le savoir. Et nous, on le sait très bien. Mais la coopération que nous avons, c'est une coopération mutuellement gagnante. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous voulons que les entreprises viennent s'installer pour exploiter formellement nos richesses, créer des emplois et des richesses. Les États-Unis aussi ont besoin de terres rares, des minerais critiques pour d'autres intérêts chez eux. Alors, eux, ils gagnent, mais la République démocratique aussi, on gagne. Et puis voilà, c'est cela qu'il faut. Nous devons être compétitifs. Mais oui. Nos entreprises congolaises doivent être aussi compétitives. L'intégration économique régionale implique le retour de Rwandais dans les airs de la RDC. Ah mais là, c'est pas le Congo qui va gagner, c'est le Rwanda qui va gagner avec le Qatar. Non, pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin des investissements, surtout occidentaux. Mais peut-être du Qatar, oui. Le Qatar, c'est un pays important qui cherche des opportunités d'investissement. Et nous sommes réceptifs à ces investissements qatariens. Ça, c'est tout à fait comme ceux des États-Unis, mais sans préjudice d'autres pays. Il y a d'autres pays occidentaux qui veulent investir. D'ailleurs, s'il n'y avait pas cette situation
compliqué sur le plan géopolitique, je crois que il y a beaucoup d'investisseurs qui vont venir. Mais c'est vrai que il faut qu'on nettoie devant notre propre case. Et c'est ici l'occasion de encore marteler sur l'impératif d'améliorer le climat des affaires. Et dans le climat des affaires, c'est une notion un peu holistique qui englobe beaucoup de choses. C'est-à-dire, d'abord, la première des conditions, c'est le rétablissement de la paix et de la sécurité, parce que les investisseurs ont peur de bruit de bottes, ça ils ne veulent pas, la lutte contre la corruption, la prégnance réglementaire et même administrative, tout ça il faut arrêter. Et puis, pour que on facilite la tâche à ceux qui viennent investir et non pas les tracasseries inutiles qui sont dissuasives. Alors, si ces conditions sont remplies, mais ce pays va être vraiment un Eldorado pour les investisseurs, pour le grand bénéfice, non seulement de la population, mais de l'État congolais qui a besoin d'énormément... Parce que c'est le secteur privé qui est le meilleur créateur d'emplois, et des emplois décemment rémunérateurs. Pas des petits jobs comme on le voit ici, passer par là. Non, on veut des véritables emplois qui permettent aux citoyens congolais de nouer les deux bouts du mois, mais décemment. Décemment. C'est très important. Nous terminons, mais vous êtes parlementaire. Ouais. Cet accord, on dit, une fois signé, il doit être appliqué. Ouais. Alors, mais il y a aussi un préalable. Vous devez, vous, parlementaires, donner les cutus au gouvernement. Vous êtes en vacances parlementaires. Ouais. Qu'allez-vous faire maintenant? Bon, effectivement, là, la question restait posée, parce qu'effectivement, quand j'ai lu l'accord, il est stipulé que cet accord entre en vigueur dès sa signature. Alors là, je me pose la question, parce qu'au fait, c'est un accord de paix, et selon notre Constitution, l'article 214, au fait, c'est le président de la République qui doit ratifier cet accord. Parce que là, c'était au stade de la signature de la part des ministres des Affaires étrangères. Mais après, bon, on saura, peut-être quand les deux chefs d'État vont se retrouver à Washington, cette fois-ci pour parapher, c'est au fait, leur arrivée, leur départ à New York, c'est pour aller formaliser ou même consacrer l'aboutissement des négociations entre le Rwanda et l'Ouganda et la République démocratique du Congo sous la médiation américaine. Alors là, on saura peut-être. Parce que moi, à mon avis, comme il s'agit d'un accord de paix, c'est le chef de l'État qui est l'autorité compétente pour la ratification des accords. Il y a des accords que le chef de l'État peut ratifier seul sans autorisation du Parlement, mais il y en a d'autres qui ne peut ratifier qu'avec l'autorisation du Parlement. Et Kamerhe Vital, le président de l'Assemblée nationale, avait évoqué... oui, c'est noir sur blanc dans la Constitution, c'est l'article 214. Oui. Donc en principe, d'ailleurs, on a commencé par les accords de paix. Alors cet accord de paix devrait en principe faire l'objet d'un projet de loi du gouvernement qui demande l'autorisation de ratification auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bon, mais là, la question est encore ouverte et je ne sais pas quelle procédure a été prévue pour la véritable entrée en vigueur de cet accord, pour qu'il soit valable ou qu'il soit opposable à la République démocratique du Congo, particulièrement sur le plan interne. Donc on verra. Léonard Chiouki-Tundu Londola, je vous remercie du temps que vous nous avez accordé dans le décryptage de l'accord de Washington. Il est historique. Vous avez suivi les réactions du Parlement, de l'Union africaine, l'Élysée avec le président Emmanuel Macron, qui parle d'une avancée importante, justement dans les Grands Lacs et surtout dans cette crise qui date de plus de décennies. Ouais. Et puis, il y a d'autres personnalités dans le monde. Le président Donald Trump lui-même, hier, a dit que c'est historique. Oui. Alors, beaucoup de réactions. Donc, nous sommes au cœur de l'actualité. Merci surtout du temps que vous nous avez accordé. La FDC, votre partenaire politique, a même réuni c'est au cadre aujourd'hui
au bâtiment qu'on appelle Maison Blanche, dans la salle Perpétue, pour déclarer le soutien total à l'accord signé à Washington et surtout le soutien au président de la République dans la démarche pour le retour de la paix. Ce qui est une très bonne chose. Après, bon, il n'y a rien de surprenant. Je crois que la FDC fait partie de l'Union sacrée, et puis le président de la FDC fait partie du présidium de l'Union sacrée. Donc, c'est vraiment pas étonnant. Mais en tout cas, je suis complètement en phase avec eux. Et cet accord, il faut le soutenir. Vraiment, c'est l'occasion rêvée pour le peuple congolais de retrouver la paix et la sécurité, et même le recouvrement de l'intégrité territoriale de notre pays, ce qui nous permettra de nous occuper des vrais problèmes auxquels la population est confrontée, particulièrement sur le plan social, notamment l'hôpital, les infrastructures, les écoles, tout ça, c'est des problèmes qui devraient nous préoccuper prioritairement, donc, et qui étaient hypothéqués quelque part par la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Donc le fait que les États-Unis se soient impliqués dans cette affaire est une aubaine que nous ne pouvons pas perdre. Il faut vraiment nous conformer aux obligations qu'elle nous impose cet accord, pour ne pas donner de prétexte encore à Kigali et pour récidiver en matière agressive, et ce sera une très bonne chose pour nous. Mais encore une fois, ce que vous devez savoir, c'est que nous sommes en diplomatie, nous sommes dans les négociations, et qui dit négociation voudrait dire qu'il faut faire des concessions, mais pas des concessions qui compromettantes. Voilà, pas des compromissions en fait. Oui. Nous ne voulons pas ça, mais des concessions qui ne sont pas incompatibles avec la préservation de notre souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Merci une fois de plus, Léonard Kitundu. Oui, nous l'avons dit, la FDC a demandé Sebati Lukwebo salue et soutient l'accord de paix signé à Washington le 27 juin 2025 entre le Rwanda et la RDC sous la houlette du président américain Donald Trump, et apporte et félicite le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la RDC, pour ses efforts inlassables et sa haute diplomatie en vue de rétablir la paix sur l'ensemble du territoire national. Modeste Sebati Lukwebo, qui était lui-même aux commandes de cette activité aujourd'hui à Kinshasa, à la maison, donc au siège du parti. Tout le plaisir a été pour nous de vous savoir nombreux à ce rendez-vous. Retrouvez-nous sur nos plateformes numériques et sur Congo 26 Télévision, Canal+, 366, satellite Rascom 525, sur TNT 95, sur Easy TV 95 et sur Blue OTT International, c'est 310. À très bientôt, avec le même plaisir.